Le Zoo-Parc de Beauval est classé dans le top 5 des plus beaux zoos du monde. Une renommée qui attire 1 600 000 visiteurs chaque année. Il est le plus fréquenté des parcs animaliers en France. Aujourd'hui, Beauval, c'est de très loin le premier parc zoologique français, le 4e parc zoologique au monde, donc un des parcs les plus importants du monde. À 220 km de Paris, en pleine campagne du Loir-et-Cher, Beauval connaît depuis quelques mois la plus grande transformation de son histoire. Pour rester à un niveau d'excellence, le parc doit régulièrement se renouveler et les derniers investissements sont vraiment les plus spectaculaires. Un circuit de télécabine qui survole les installations à 45 mètres de hauteur. C'est vraiment une nouveauté qui nous inscrit à la pointe du progrès d'un parc animalier, ça c'est clair. Et surtout, un dôme gigantesque de 10 000 m² pour accueillir été comme hiver les animaux et les visiteurs dans un univers tropical à 26 degrés. Cette forme, cette demi-sphère, c'est tout simplement le globe terrestre qu'on a coupé au niveau de l'équateur. Cette serre géoclimatisée mesure 110 mètres de diamètre pour 38 mètres de hauteur. Elle est aussi grande que le Stade de France. C'est un projet totalement fou. Je pense que c'est une serre unique au monde de par sa conception. Elle a nécessité près de 3 ans de travaux et des moyens hors normes. 16 000 tonnes de béton et 3 000 tonnes de métal pour la structure. Une des plus grandes grues d'Europe. 15 000 m² de double vitrage, soit une surface plus grande que 2 terrains de football. Un bassin d'1 700 000 litres d'eau retenu derrière une vitre géante. Une architecture audacieuse pour laquelle il a fallu inventer de nouvelles techniques de construction. On avait des éléments qui allaient jusqu'à 10 tonnes à aller chercher à 55 mètres de portée. Pour nous, c'est vraiment un projet qui est sorti complètement de l'ordinaire. Un chantier unique pour les bâtisseurs. Une aventure humaine que nous avons suivie de bout en bout et dont nous allons vous révéler les secrets technologiques les plus étonnants. Pour garder son rang dans la hiérarchie des plus beaux zoos du monde, Beauval s'est lancé un immense défi. Construire les installations les plus spectaculaires et les plus modernes jamais imaginées pour un parc zoologique. En 2015, Beauval a fait construire un amphithéâtre de 3000 places pour présenter un spectacle inédit qui met en scène plus de 800 oiseaux. En 2016, un immense chantier a permis de bâtir un bassin d'1 million de litres d'eau. Un aquarium géant, grand comme une piscine de 25 mètres, qui a révolutionné la présentation des hippopotames dans les zoos. Et cette année, la nouveauté, c'est un gigantesque dôme vitré d'une taille et d'une conception révolutionnaire. Une serre géante pour abriter 1 hectare de véritable jungle équatoriale avec sa faune, sa flore et son écosystème. Tout a été pensé pour qu'à l'intérieur du dôme, le visiteur ait la sensation de se trouver au cœur de la jungle. Les 15 000 m² de couverture sont entièrement vitrés pour que le public voie le ciel et soit baigné dans la lumière naturelle. C'est vraiment un exploit autant technique que pour les yeux, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est dingue hein, comme installation. Là, on est un peu ébahi par la grandeur du lieu, du site. Pour que l'illusion d'être au milieu de la jungle soit totale, l'intérieur de l'édifice possède une particularité unique. Sa structure ne repose sur aucun poteau de soutien. Il existe dans le monde des serres, mais qui sont assez différentes. C'est la seule qui est dans cet esprit-là, c'est-à-dire totalement ronde, qui fait 102 mètres de diamètre, 38 mètres de hauteur, ce qui n'est pas simple parce que vous avez remarqué qu'il n'y a aucun point d'appui intermédiaire. Cette absence de point d'appui, c'est le propriétaire et directeur du zoo, Rodolphe Delors, qui l'a exigé.
J'ai dit à l'architecte, je veux pas de poteau à l'intérieur. Il m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, si, impossible n'est pas français. Nous sommes des ingénieurs avant d'être architectes. Donc évidemment, il a fallu résoudre des sérieux problèmes. Bâtir cette serre titanesque sans aucun poteau va obliger les concepteurs à réussir un pari architectural unique au monde. Un chantier hors norme. Deux ans et demi avant l'ouverture du dôme, les travaux ont débuté par un impressionnant balai d'engins de chantier. Durant 6 mois, il a fallu terrasser 80 000 tonnes de terre et aplanir 2 hectares de terrain pour préparer les fondations. Car la conception du dôme pose un énorme problème. Sans poteau de soutien à l'intérieur du bâtiment, tout le poids de la mégastructure est supporté par la base de l'édifice. Or, ce poids est phénoménal. Le problème, bien sûr, c'est le poids de la charpente. C'est quand même 1300 tonnes, c'est quand même pas rien. Plus le poids du verre qui est au-dessus, qui pèse, lui, 450 tonnes. Et puis, un petit peu d'aluminium, j'allais vous dire, parce qu'il n'y a que 50 tonnes d'aluminium. Au total, les 1800 tonnes de la structure pèsent 8 fois plus lourd que la Statue de la Liberté. Elles vont exercer des forces colossales au pied du bâtiment tout autour du dôme. Sans compter que le vent et la pluie génèrent des poussées additionnelles considérables sur de telles surfaces. Il faut savoir qu'à chaque pied, nous avons 538 tonnes d'efforts composés, ce qui est colossal. Pour supporter ces énormes charges, l'architecte a conçu une charpente en acier composée de 48 poutres assemblées entre elles par leur sommet. Chacune de ces poutres porte sa part de la masse totale, l'équivalent d'une poussée de 538 tonnes. La première partie du chantier a donc consisté à bâtir tout autour du dôme des fondations en béton armé capables de résister à cette énorme charge. « 96 pieux ont d'abord été coulés jusqu'à 19 mètres de profondeur. Ce qui est révolutionnaire, c'est la méthode employée au-dessus de ces pieux. C'est-à-dire qu'on a donc créé tout simplement un grand tambour pour encaisser les efforts de chaque pied. Ce tambour consiste en une double ceinture de béton de 320 mètres de circonférence. Il est composé de 2 dalles circulaires reliées par des murs verticaux. Sa fonction est de solidariser les pieux entre eux et de servir de support d'accrochage pour les 48 poutres maîtresses. Cette couronne de béton armée par 700 tonnes de fer va permettre de supporter les poussées extrêmes qui vont s'exercer au pied du bâtiment. La question des fondations résolue, un nouveau défi attend les bâtisseurs. Comment assembler et faire tenir en équilibre à 38 mètres de hauteur les poutres métalliques de plusieurs dizaines de tonnes qui vont former la structure? Pour nous, c'est vraiment un projet qui est sorti complètement de l'ordinaire. On avait des éléments qui allaient jusqu'à 10 tonnes à aller chercher à 55 mètres de portée. Il a fallu installer une grue très particulière qu'on a fait faire en France, à Reims, pour soulever cette structure. L'architecte a donc été obligé de faire spécialement fabriquer une des plus grandes grues d'Europe. Et pour que l'ensemble du terrain soit à sa portée, elle a été placée exactement au centre du chantier. Le dôme sera construit tout autour d'elle. On a vraiment conçu le projet par rapport à la grue. Il fallait une grue qui puisse porter ces éléments tout au long du chantier. De l'extérieur, c'est impossible, donc on a conçu le projet avec la grue au centre. L'assemblage de cette grue a demandé 3 jours de travail. Au final, elle culmine à 62 mètres de haut pour un poids de 190 tonnes. Et pour la stabiliser, il a fallu prévoir là encore un système inédit. D'habitude, les grues sont lestées avec des contrepoids qui sont posés sur un châssis. Ici, on n'avait pas la possibilité de faire ça, donc du coup, nos 4 pieds ont dû être scellés dans le sol dès le tout début de la maçonnerie. Une dalle de béton de 14 mètres de côté et d'1,70 m d'épaisseur a été coulée dans les fondations du dôme. La première section de la grue est scellée dans cette masse qui en assure la stabilité.
La grue géante va être utilisée jusqu'aux limites de ses capacités pendant 10 mois. Car l'assemblage de la structure est un redoutable défi de haute précision. L'objectif est de parvenir à ce que les 48 poutres métalliques qui forment l'immense voûte s'équilibrent les unes les autres. Mais aucune d'entre elles ne peut tenir seule. Alors, par où commencer? Pour assembler ce casse-tête géant à 38 mètres de hauteur dans un équilibre précaire, l'architecte a conçu un gigantesque échafaudage provisoire sur lequel vont venir s'appuyer les poutres. Cette tour d'étaiement est constituée de 3 piliers métalliques solidarisés entre eux autour du pied de la grue. Une couronne a ensuite été fixée au sommet de cette tour à 38 mètres de hauteur, en attente de recevoir successivement chaque poutre. Malgré ces précautions, la fixation des 3 premières poutres a été l'un des moments les plus délicats du chantier. C'est impressionnant quand même, hein. Quand on assemble des éléments comme ça, le plus difficile, le plus dangereux, c'est d'arriver à faire un trépied. C'est-à-dire quand vous êtes en trépied, il n'y a pas de souci, les efforts sont équilibrés. Avant d'arriver à la 3e ferme pour équilibrer l'ensemble, c'est extrêmement dangereux. Là, vous êtes complètement porte-à-faux, faire très attention. Lors du montage des 2 premières poutres, les forces qui s'exercent sur un seul côté de la couronne ne rencontrent aucune opposition. C'est le moment redouté par toute l'équipe. Si l'une des données est mal calculée, toute la structure peut s'effondrer. La pose de la 3e poutre crée un début d'équilibre. Il est alors possible de monter l'ensemble de la charpente sans danger. Et quand on a mis les premiers boulons de la 3e arche, c'était le grand soulagement. On savait que la partie centrale ne bougerait plus, ça faisait déjà une pression en moins. Poutre par poutre, les 45 éléments suivants vont trouver leur place pour constituer la structure. Le poids de chaque poutre est toujours contrebalancé par une masse identique posée en face à face. Il faudra 110 jours pour assembler la totalité de la voûte. Désormais, la mégastructure du plus grand dôme d'Europe est solide sur ses fondations. Mais un autre chantier a déjà commencé à l'intérieur. Et là aussi, la tâche est immense, car la direction du zoo a vu les choses en très grand. Sous la voûte, plus de 20 bassins et aquariums vont être créés pour présenter les animaux les plus rares. Volume total, près de 4 millions de litres d'eau, soit davantage encore qu'une piscine olympique. L'aménagement intérieur est exceptionnel, surtout parce qu'il y avait une multitude de bassins à réaliser. La pièce maîtresse de l'ensemble est un gigantesque bassin. Il accueillera la plus grande collection de lamantins d'Europe. On crée notamment au niveau des bassins le plus grand bassin au monde pour des lamantins, 1 700 000 litres, un volume d'eau énorme, un poids énorme. Mais pour pouvoir admirer les animaux aquatiques et retenir ces millions de litres d'eau, il va falloir une vitre hors norme. Elle mesurera 23 mètres de long sur 3,40 mètres de haut. Fabriquée en acrylique, cette vitre est la plus grande de son genre en Europe. Les ingénieurs lui ont donné une forme convexe pour renforcer sa résistance à la pression de l'eau. Et pour assurer sa solidité, elle mesure plus de 20 cm d'épaisseur. Une vitre unique au monde, fabriquée sur mesure à 1000 km de Beauval. Cette vitre a été construite en Italie, dans une usine spécialisée. Il n'y a que 3 ou 4 sites dans le monde qui font ça, on n'en a qu'un en Europe. Elle a été transportée depuis Rome jusqu'à Beauval, donc ça a été une manutention assez exceptionnelle. Ce matin, après 11 jours de convoi exceptionnel, la vitre arrive à Beauval. Il est 8 heures. Objectif pour les équipes techniques, mettre en place le joyau du dôme dans son emplacement définitif avant ce soir.
La vitre a coûté près de 700 000 € et elle pèse 20 tonnes. Un accès spécial a été aménagé dans la maçonnerie du dôme pour permettre son passage. Mais il va également falloir créer pour l'occasion une immense rampe de terre. Bouge pas, Gigi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, non? Avance un petit peu plus, encore un peu. On va tirer un peu plus loin. Vous passez encore un peu? Vas-y, encore. Allez, c'est bon. Des heures de manœuvre et 300 tonnes de remblai sont nécessaires pour permettre au camion d'effectuer les 100 derniers mètres à l'intérieur de la serre. C'est un grand moment de tension lorsqu'on pose un panneau de cette taille-là, parce que c'est un élément fragile, cher. C'est aussi un moment attendu par tout le monde. C'est aussi ce qui expliquait que tout le monde était sur le pont. Lorsque la vitre arrive enfin devant le bassin, il est déjà 18 h. Et la positionner à son emplacement final est une manipulation délicate qui peut prendre de longues heures. Mais les techniciens sont prêts à remplir leur mission dès ce soir. Quand on commence une manutention comme ça, on ne peut plus l'arrêter. Donc la commencer en fin de journée n'est jamais tellement favorable. Chaque manœuvre de levage et de déplacement est très risquée. Car le moindre choc pourrait endommager la vitre et sa réparation entraînerait l'arrêt du chantier pendant de longues semaines. Pour éviter une telle catastrophe, la vitre doit être manipulée avec d'infinies précautions. La manutention pose problème parce que ce sont des éléments très lourds, très encombrants, mais aussi très fragiles. Et qu'on doit les poser, je dirais, pas au millimètre, mais au centimètre près. L'immense vitre de 20 tonnes doit venir prendre position dans son encadrement de béton. Mais ce que les techniciens n'avaient pas prévu, c'est qu'une fois en l'air, le panneau de 23 mètres se déforme. Le positionner correctement est un véritable challenge. Benoît, on la descend là? Ça y est, les gars. C'est bon, on est dedans? Voilà. Grâce à la mobilisation de toute l'équipe, 4 heures de travail ont été nécessaires pour que la vitre soit enfin fixée à son emplacement définitif. Eh bien, on pousse un ouf de soulagement quand elle est posée sur ses cales, qu'elle tient, que mécaniquement ça s'est bien passé. Pour ce soir, c'est déjà pas mal, elle est dans sa feuillure, ça passe, on est un petit peu juste, mais ça passe. Et demain, on fera les réglages. Il est 23 h. C'est une étape importante du chantier qui vient d'être réalisée. Mais un nouveau défi attend les bâtisseurs. Pour protéger l'intérieur du dôme des intempéries, il faut rapidement donner un toit à la serre tropicale. La couverture du dôme représente une superficie de 15 000 m², soit l'équivalent de 2 terrains de football. Et pour lui donner un maximum de transparence, le patron du parc, Rodolphe Delors, a fait un choix simple. J'ai voulu faire cette serre en verre. Il y a d'autres technologies. Là, j'ai voulu la faire un peu à l'ancienne, si on veut. Donc en verre, en double vitrage, très isolé. L'architecte a conçu cette immense verrière, constituée de 8000 panneaux, qu'il va falloir poser un à un sur la structure métallique. Un montage long et périlleux si l'on doit le réaliser en hauteur, directement sur la charpente. Alors pour gagner du temps, l'architecte a imaginé de réaliser une partie des assemblages au sol. La pose des plaques de verre, c'est un défi. Tous les verres sont assemblés sur une surface variable jusqu'à 60 m². Et chaque élément composite forme une tuile. Au total, il y aura 144 tuiles. Et pour tenir les délais, il faut les hisser et les fixer sur le dôme au rythme de 5 par jour. Mais le verre est fragile. La casse va obliger le chef de chantier à monter certains éléments à la main sur le toit. Sur la façade, on a quelques vitrages qui manquent suite à de la casse qu'on a eu sur chantier. Notre fabricant de verre n'a pas eu le temps de nous réapprovisionner, donc le choix a été fait de lever avec les verres manquants. Ça nous coûte beaucoup moins cher d'aller rechanger un verre en altitude que d'attendre et de bloquer toute la production. Donne du mou, Régis, passe derrière moi. La technique de pose par panneau permet de gagner du temps. Mais elle a un défaut. Elle reste tributaire des conditions météo. Après, on a eu d'autres problématiques, notamment par rapport au vent. Au-delà de 23 à 24 km/h de vent, la question de lever en sécurité se posait véritablement. Et au-delà de 30-35, c'était strictement inenvisageable.
Pour éviter qu'une rafale de vent ne provoque une catastrophe, Arnaud, le chef de pose, est soumis à une course contre la montre permanente. En coordination avec le grutier, il manipule la tuile à l'aide de simples cordes. Quand la pièce tourne, c'est une vraie voile de bateau. Il faut juste pouvoir la retenir avant qu'elle parte trop vite. Quand on avait beaucoup de vent et qu'on voyait qu'on prenait du retard forcément sur notre avancement, c'était très angoissant. Une fois le panneau en position, Arnaud doit rapidement rejoindre l'intérieur du dôme et monter dans la charpente pour fixer la tuile sans perdre une seconde. Parce que la pièce, si elle vient à tourner et qu'elle accroche dans les autres, là, il va y avoir de la casse. Faut aller vite. Vas-y, baisse un peu la char, baisse un peu, doucement, vas-y baisse. Avec l'aide du grutier, Arnaud ajuste le positionnement de la tuile géante au centimètre près pour la boulonner sur les poutres. Baisse un peu. Rentre un peu ton chariot. Le grutier, il la voit plus là actuellement, donc il n'y a que moi qui voit et qui sait dans quel sens orienter la grue, monter ou descendre. Étant donné la complexité de l'assemblage et la précision de la manœuvre, Arnaud a besoin d'environ une demi-heure pour fixer chaque tuile. Voilà, une de plus. On va en préparer une autre. Grâce à cette technique, et malgré les intempéries, le montage des 144 tuiles est bouclé en 5 mois. Le dôme doit maintenant ouvrir dans moins d'1 an. Pour la grande grue centrale, c'est la fin des opérations. Coincée au cœur du dôme de verre, elle a rempli son office. L'ennui, c'est qu'il faut maintenant réussir à la démonter sans endommager la verrière. Pour cela, les ingénieurs ont fait venir sur le chantier une deuxième grue. Capable de soulever des éléments jusqu'à 120 mètres de hauteur, elle va descendre au sol les tronçons de grue les uns après les autres. Mais ici, la configuration de la mission est particulière. Le démontage se fait juste au-dessus de la verrière. Et bien sûr, le moindre choc avec le bâtiment, ou pire, la chute d'un élément, serait une catastrophe. Christian, le responsable du démontage, doit s'attaquer d'abord aux plus grosses pièces, la flèche et la contre-flèche de la grue. Aujourd'hui, j'espère qu'on va enlever flèche, contre-flèche, et ce soir, on aura bien travaillé. Pour ne prendre aucun risque, la grue de démontage a été surdimensionnée. C'est une grue 500 tonnes avec volet variable. Là, elle va quand même descendre un élément qui fait 23 tonnes à peu près et 60 mètres de long, donc ça plaisante pas trop. Tout se passe sans difficulté pour la flèche, qui ne met que quelques minutes pour parvenir au sol. Mais les spécialistes ont beaucoup plus de mal à sortir la contre-flèche de son point d'appui sur la tour. Un peu inquiet, le chef de chantier observe attentivement la manœuvre, quand soudain... Oh putain! La pièce de 10 tonnes se décroche et part dans le vide. Oh le truc de ouf! L'image est impressionnante, mais la grue et les câbles ont tenu bon. Voir une pièce aussi grosse partir d'un coup, c'est vrai que c'est surprenant. J'ai bien regardé, il n'y a aucune pièce qui est tombée, donc pas de casse à déplorer. La grue s'est bien comportée, donc surprenant, mais bon, pas fâché qu'elle soit arrivée en bas, elle. Une fois les éléments horizontaux déposés, les tronçons verticaux sont extraits un par le sommet du bâtiment. Le pied de la grue, scellé dans la dalle de béton, est découpé et reste prisonnier des fondations. Pour fermer le bâtiment, une coupole sommitale de 6 mètres de diamètre est posée au moyen de la grue mobile. Le bâtiment est maintenant complètement fermé et hors d'eau. Les grands travaux d'aménagement vont pouvoir se poursuivre sous la serre. Et il y a urgence, car il reste 10 mois avant l'ouverture au public.
Le pari du dôme, c'est que les visiteurs se sentent totalement immergés dans une bulle de milieu naturel. Une forêt faite de grands arbres, de plantes luxuriantes et de fleurs exotiques. Pour végétaliser ce gigantesque espace de 10 000 m², une incroyable quantité de végétaux est nécessaire. « 2500 plantes de toute taille, de plus de 300 espèces différentes pour reproduire dans la serre la profusion et la diversité de la jungle. Une forêt de cette luxuriance met plus de 50 ans à pousser dans la nature. Alors comment la créer de toutes pièces en seulement 6 mois pour que les premiers visiteurs puissent l'admirer? Ces premiers commentaires sur les réseaux sociaux qui sont souvent les plus importants aujourd'hui. Puis il faut que l'ambiance tropicale soit réussie dès le départ, parce que les plantes tropicales vont constituer cet environnement. Rodolphe Delors a trouvé la solution. Il a acheté des camions entiers d'arbres déjà adultes. La plupart viennent de Thaïlande. Ils ont été élevés par des pépiniéristes locaux ou récupérés lors de travaux dans les forêts tropicales. Ok, ça a l'air d'être à l'équilibre là. Budget total, 1 million d'euros de plantes exotiques. Les plus coûteux sont 150 très grands arbres comme ce ficus géant. Il a parcouru 10 000 km pour arriver jusqu'à Beauval. Ce sont des arbres qui ont plusieurs dizaines d'années. On fait venir des arbres de 14 mètres. On a des très gros végétaux puisqu'on dépasse les 3 tonnes et demie. On est sur un énorme chantier. Des chantiers comme ça, on n'en fait pas tous les jours. On a une logistique qui est très lourde. Le volume de plantes est immense. 43 semi-remorques vont les livrer chaque jour pendant 8 semaines. Le déchargement est chaque fois une opération délicate, car ces grands arbres exotiques de plus de 10 mètres sont extrêmement fragiles. Il faut faire attention surtout de ne pas les abîmer, mais il faut faire attention lorsqu'on le pose, de ne pas casser les troncs. Donc il faut les manipuler avec précaution, pas les faire tomber, pas qu'ils se couchent. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement bien protégés. Très sensibles à la température, ces arbres tropicaux voyagent par camion climatisé à 20 degrés. Et ils doivent être mis à l'abri sous le dôme aussi rapidement que possible pour ne pas être victimes du froid. Ouais, on va essayer de les mettre debout. On débâchera, comme ça protège avec le crochet des grues. On débâchera là-haut. Ces plantes exotiques vont y retrouver la pleine terre et l'humidité dont elles ont besoin pour s'acclimater. Un flot ininterrompu qui mobilise la totalité des équipes. Là, en ce moment, nous recevons 2 à 3 camions par jour d'arbres qui arrivent généralement en fin d'après-midi. On a une équipe qui décharge les camions et on plante les arbres la nuit. Parce que la nuit, il y a moins d'ouvriers. Donc en ce moment, le chantier, c'est du 24 heures sur 24. C'est donc la nuit, lorsque le reste du chantier est à l'arrêt et que l'espace est entièrement disponible, que les équipes des jardiniers et paysagistes vont travailler sans relâche pour planter les arrivages quotidiens. Et la tâche est titanesque. Chacun des 150 grands arbres doit être installé à un endroit bien précis. Ici, on va mettre le ficus nitida, là, c'est celui qui est en pot, c'est pas le plus gros des deux, c'est celui qui a la plus grosse couronne. Ici, là, on met le bucida. Et je vais aller marquer le gros ficus qui est... Par contre, pour faire le trou, là. Ces colosses au tronc fragile sont positionnés sur les plus hautes terrasses au centre du dôme. Faudra être tourné de façon à ce que les feuilles soient côté bassin. Pour que le résultat soit parfait, tous les détails comptent. L'emplacement de chacune des 2500 plantes est prévu à l'avance. Comme pour ce ficus de plus d'1 tonne, très difficile à mettre en place sur une terrasse large de 2 mètres. Voilà, démate un peu encore. Là, il faudrait l'avancer vers moi, enfin vers le centre du dôme. Il nous manque un bon 1,50 m. On plante des arbres au millimètre. Pour moi, c'est bon, hein. Après 25 semaines de travail,
les 2500 plantes de la jungle sont enracinées. Et pour qu'elles s'épanouissent comme dans leur milieu naturel, les ingénieurs ont tout prévu. 50 arroseurs sont répartis sous l'ensemble de la voûte, une installation hors norme pour reconstituer les conditions d'humidité des tropiques. Des diffuseurs comme ça, il y en a un peu partout. Ils nous font une pluie à peu près à 15-20 mètres de diamètre. Ce sont des grands cercles de pluie naturels pour arroser les arbres, parce que les arbres ont besoin d'être arrosés au pied, mais aussi le feuillage a besoin d'être humidifié, d'être arrosé. Les plantes consomment de l'eau autant par le feuillage, surtout les plantes tropicales, que par les racines. 20 000 litres d'eau sont nécessaires chaque jour pour assurer l'arrosage des milliers de plantes du dôme qui ne doivent jamais manquer d'eau. Pour se prémunir contre toute pénurie, l'architecte a imaginé un système ingénieux à la fois écologique et économique pour le parc. Dans les sous-sols du dôme, une gigantesque cuve de récupération des eaux de pluie a été aménagée. Voilà, on a déjà 1,20 m au moins d'eau sur 200 mètres carrés. Cette réserve peut contenir 1 200 000 litres d'eau, l'équivalent de 10 ans de consommation d'une famille française. De quoi entretenir les plantes du dôme pendant 2 mois. Et elle se remplit sans que cela ne coûte un centime. Ce tuyau, c'est par là qu'arrive l'eau de tous les chéneaux d'Acer. Les jours de pluie, l'eau qui ruisselle sur les 15 000 mètres carrés de toiture du dôme est collectée par les gouttières et dirigée jusqu'à la cuve de béton située en sous-sol. Donc cette eau est propre, elle arrive dans cette cuve. Ensuite, on la repompe, on l'analyse, on la filtre. Et si jamais on doit parfois la traiter au cas où il y ait des résidus de pesticides ou d'hydrocarbures, on ne sait pas. Et ensuite, on peut arroser avec. Grâce à la récupération des eaux de pluie, les plantes de la serre profitent chaque nuit d'une pluie tropicale qui leur permet de se développer exactement comme dans leur milieu naturel. Mais le dôme n'est pas la seule nouveauté sur laquelle le zoo compte pour surprendre son public. À l'extérieur, Boval s'est lancé dans un chantier qui va changer le point de vue des visiteurs sur l'ensemble du parc. Avec déjà 1 600 000 entrées par an, Boval s'attend à ce que le dôme fasse encore bondir sa fréquentation de 15% dans les années qui viennent. Et le parc s'étend désormais sur 40 hectares, soit l'équivalent de 55 terrains de football. Il devenait urgent de permettre aux visiteurs de se déplacer plus facilement d'un bout à l'autre et à partir du dôme, de pouvoir rayonner sur tout le parc. Ce qui justifie de construire un outil pareil, c'était vraiment à la base l'envie de faciliter la visite des gens qui ont du mal à marcher. Ce sera la toute première ligne de télécabine en France sur un terrain privé. Mais l'installer en plein milieu d'un parc zoologique pose de sérieuses difficultés. Mon objectif, c'était de ne pas déranger les animaux, de créer aucune nuisance, aucune vibration pour nos animaux. C'est pour ça que nous passons à 45 mètres de haut. 45 mètres de haut, c'est 1,5 fois plus élevé qu'une télécabine classique. La ligne sera longue de 800 mètres. Pour survoler toute la vallée en dérangeant le moins possible les animaux, les ingénieurs ont conçu un système qui repose sur 2 piliers intermédiaires. Ces 2 pylônes supportent à eux seuls les 30 tonnes que pèse l'ensemble de la ligne. Et les bâtisseurs vont réussir l'exploit de réaliser l'installation en peu de temps, sans fermer le zoo et en dérangeant le moins possible les visiteurs. Pour cela, ils ont fait appel à un engin de levage exceptionnel. Un Super Puma de 5 tonnes, l'un des modèles d'hélicoptères les plus puissants jamais conçus.
Objectif, assembler les 2 pylônes en une seule journée. La base de chaque pilier est située à l'intérieur d'un enclos. Alors les animaux ont été éloignés pour la journée. Il a fallu habituer les animaux au bruit d'hélicoptère, il a fallu y rentrer et de façon à ce que les animaux ne s'aperçoivent de rien et ne soient absolument pas perturbés par cet hélicoptère super puant. Sur un terrain en bordure du zoo reposent les 56 tonnes de matériel nécessaires au montage du gigantesque puzzle. En quelques secondes, l'hélicoptère prend en charge une pièce en acier tubulaire et l'achemine sur sa zone. Les plus lourdes pèsent jusqu'à 10 tonnes. Sur chacun des 2 sites, une équipe de 10 ouvriers encordés ultra spécialisés se tient prête à recevoir la pièce. La manœuvre est ultra précise. Le pilote est guidé par radio depuis le sol. Les ouvriers travaillent à vue. L'hélicoptère doit positionner la pièce très exactement en place au centimètre près. Le risque est permanent. Un accident pourrait être dramatique pour ces travailleurs de l'extrême. Lorsque la pièce est en place, les techniciens n'ont que quelques secondes pour stabiliser le tube et serrer les premiers boulons. Le pilote peut alors repartir au plus vite, chercher une autre pièce. S'il veut finir avant la nuit, l'hélicoptère doit maintenir une bonne cadence. Mais il est obligé de faire des détours pour ne pas survoler les enclos des animaux les plus nerveux qui pourraient paniquer. À la montagne, quand ils montent un télécabine, ils font ça l'été. C'est vide en dessous, ils posent les câbles, ils amènent les matériaux, ils montent leurs trucs. C'est assez simple. Nous, en dessous, on avait du vivant, on avait des visiteurs, tout notre parc en dessous. Donc ça a été un vrai défi. Les allers-retours se multiplient et progressivement, les 2 pylônes gagnent en hauteur. Il faut 20 pièces au total pour constituer un pylône. Il est 17h et la nuit n'est plus très loin lorsque la dernière pièce est enfin posée. Trois mois plus tard, la ligne de télécabine ultra moderne et silencieuse permet de traverser le parc en moins de 5 minutes à la cadence de 2500 visiteurs par heure. Vraiment, l'expérience, elle est vraiment unique. Ça donne une verticalité qu'on n'avait pas, ça donne c'est la troisième dimension de Beauval réellement. Les 24 cabines de 8 places sont pour certaines équipées d'un plancher transparent. Elles offrent un point de vue unique sur les animaux. Beauval a toujours voulu être à la pointe des choses. Des télécabines, c'est vrai qu'il en existe à la montagne, il en existe à d'autres endroits. C'est le premier comme ça en Europe. C'est vraiment une nouveauté qui nous inscrit à la pointe du progrès d'un parc animalier, ça c'est clair. À l'approche de la gare d'arrivée, la télécabine offre une vue plongeante sur le dôme où une étape décisive est en train de se jouer. Car 4 mois avant l'ouverture, sur le chantier, le béton armé et les structures métalliques sont encore apparentes. Elles donnent encore au dôme des allures de hall de gare décoré de plantes. Afin que la serre soit un véritable écrin végétal pour présenter les animaux, les structures, le métal et le béton doivent être dissimulés. Nous sommes à 8 mois de l'ouverture. Le chantier entre dans une nouvelle phase. Les bâtisseurs vont donc faire appel à de véritables spécialistes de l'illusion. L'objectif, c'est que l'intérieur du dôme propose un spectacle grandiose. La vie des animaux sauvages sera mise en scène pour permettre l'immersion totale des visiteurs. À l'œil nu, on ne distingue ni enclos, ni bassin, mais la reconstitution d'une nature tropicale où les animaux semblent s'ébattre en liberté. Sauf qu'en réalité, tout cela n'est qu'un décor de cinéma XXL.
Les décors, c'est un travail colossal pour ce dôme, parce que ce dôme est constitué de grands bassins, de beaucoup d'eau, de beaucoup de faux rochers pour cacher les bétons. Et ces faux rochers vont être cachés par des plantes, par des végétaux. Donc tout doit être harmonieux pour reconstituer un environnement de rêve pour nos animaux et notre public. Le faux rocher, c'est la base de tous les décors du dôme. Une dizaine de cascades féeriques, des falaises de 12 mètres de haut, plus vraies que nature. En tout, 8000 mètres carrés de fausses pierres, réalisées par une société spécialisée dans ce type de décor. On a fait des gros chantiers à Dubaï aussi, qui est quelque chose d'impressionnant, mais celui-ci, de par son volume, est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est unique en Europe, c'est la première fois qu'on va voir ça, donc là c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. La simple réalisation de ces décors est un chantier en soi qui a demandé 14 mois d'efforts. Il y a une conception qui est faite au départ par l'architecte. Nous, on travaille beaucoup avec les soigneurs qui nous donnent des indications par rapport aux zones où vivent les animaux. On essaye de retranscrire le même décor pour que les animaux soient au plus près de la réalité, quoi. Tout commence par des maquettes réalisées par le bureau d'études. Elles définissent le style de chaque zone et servent de modèle aux sculpteurs sur le chantier. Car la fabrication de chaque décor est artisanale et dépend du sculpteur qui la réalise. Pour construire un élément de fausse pierre, le sculpteur commence par créer des volumes avec des tubes métalliques soudés entre eux. Sur cette structure en creux et relief, il vient fixer un treillis qui permet d'accrocher le béton projeté à la machine. C'est ensuite la main du sculpteur qui façonne le béton encore frais pour donner différents aspects à la pierre. En fonction du mode de vie spécifique de chaque animal, il faut réaliser des perchoirs, des abris, des plages ou des stations de repos où les animaux pourront évoluer en toute sécurité. Le poteau, à mon avis, il faut faire un tronc d'arbre. Il ne faut pas faire de rocher. Esthétiquement, ça ne le fera pas. Après, il nous reste que la cascade des tortues. Partout où tu as de la mousse, tu mets des racines, tu mets des souches. Ça va donner de la vie au décor. Le patron du zoo a pris ses photos de falaises lors d'un voyage en Ouganda. Je suis très content parce que j'aurais donné une photo d'une falaise que je trouvais vraiment jolie. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Afrique. J'aurais donné cette photo et j'aurais dit je veux ces rochers dans cette zone-là. Donc là, ils ne sont pas finis, après ils vont être peints, on va faire des nuances. Chacun des 8000 m² de décor est soigneusement patiné pour créer l'illusion d'une usure naturelle. Un travail d'orfèvre réalisé par une équipe de 3 peintres décorateurs dont les talents ont été remarqués lors des récentes reconstitutions des grottes de Lascaux. On est plus vers le travail d'art que de la maçonnerie. C'est vraiment un travail spécifique. La plupart de nos sculpteurs ont fait soit des écoles d'art, sont vraiment des artistes. Désormais, où que se porte le regard, on pourrait réellement se croire transporté dans la jungle tropicale. Les bassins sont désormais prêts à être mis en eau, à commencer par celui des Lamentins. D'une capacité de 1 700 000 litres, c'est le plus grand de toute la serre. Et l'opération n'est pas sans risque. Car avec un tel volume d'eau, l'étanchéité de toute l'installation va être mise à l'épreuve. Alors le patron du zoo et ses équipes sont sur le pied de guerre. Bon, ça commence à se remplir. Oui, pas vite. Bien, ça va pas vite pour l'instant. Et tu sais que je suis toujours pressé. Il y a déjà plus d'1 mètre d'eau dans le coin. Bon, on commence à voir en tout cas les surfaces d'eau et ce que ça donnera en surface. Ça va faire la surface. Le cauchemar, ce serait une fuite qu'il faudrait réparer immédiatement et qui risquerait d'arrêter tout le chantier. C'est
C'est vraiment une période cruciale, très attendue. Et bien entendu, on a un petit peu peur parce que tout a été calculé, tout se passe normalement. Mais il faut bien comprendre que cette vitre va, en quelques jours, se charger de 80 tonnes d'eau et devoir répartir toute cette pression. Elle n'a jamais connu ça. Alors, pour la mise en eau, toutes les précautions ont été prises. L'évolution de la situation est suivie minute par minute. Le remplissage est volontairement effectué très lentement, avec un tuyau au débit limité, par mesure de sécurité. Donc il faut remplir vite parce que j'aimerais bien voir le niveau monter, mais pas trop vite non plus parce que les vitres doivent se mettre en place. Il ne faut pas comprimer et joindre les vitres trop rapidement afin de ne pas avoir de fuite. Devant la vitre, Benoît et Rodolphe observent très attentivement la montée du niveau de l'eau. Il n'y a pas de fuite et surveillent l'étanchéité des joints de la maçonnerie. Mais l'inquiétude majeure, c'est de savoir si l'immense vitre de 80 mètres carrés en verre acrylique va résister à la pression de l'eau. C'est quand même une très grosse vitre, elle est arrivée d'un seul morceau, c'est un morceau d'acrylique extraordinaire. Mais on a un petit secret de fabrication là-dessus qui me donne quelques sueurs froides en ce moment au moment du remplissage. C'est que normalement, ces vitres-là sont des panneaux qui sont soudés et dont les soudures sont absolument transparentes, mais sous certains angles, on peut les apercevoir. Cette vitre de 24 mètres de long présente une particularité qui la rend unique au monde. Elle n'est retenue que par 3 côtés. Elle va devoir résister à la pression de 1700 mètres cubes d'eau, l'équivalent d'une demi-piscine olympique qui exerce une force de 80 tonnes sur l'ensemble de la surface. Et pour s'en assurer, les techniciens n'ont pas lésiné sur la sécurité. Le coefficient de sécurité sur un tel matériau est de l'ordre de 18 à 20, c'est-à-dire qu'il faudrait 20 fois plus d'eau pour qu'il cède. C'est te dire à quel point on est confiant dans nos soudures, mais je serai plus tranquille quand elle sera en eau, quand le bassin sera en eau totalement. À 2 mois de l'ouverture du dôme, les bassins sont maintenant prêts à accueillir les animaux tropicaux qui vont faire rêver les visiteurs. Des crocodiles asiatiques au nez pointu, des poissons exotiques, des hippopotames pygmées originaires d'Afrique, et bien sûr les stars de la nouvelle installation, 9 lamantins des Caraïbes. Le plus grand groupe d'Europe de cette espèce menacée. Mais pour que ces animaux des pays chauds vivent en bonne santé sous nos latitudes, il a fallu réaliser un autre exploit technologique. Recréer ici, en plein cœur du Loir-et-Cher, un climat tropical, 26 degrés et 80% d'humidité dans l'air toute l'année. Un défi car dans cette région, les températures peuvent tomber sous 0 degré l'hiver et grimper jusqu'à plus de 35 degrés certains mois d'août. Des variations énormes que les animaux tropicaux ne supporteraient pas. Alors, l'architecte a conçu une serre géoclimatisée. Un bâtiment écologique high-tech dont la conception et les matériaux sont capables d'amortir les variations du climat français. Il y a 3 sortes de vitrages. Il y a des vitrages qui sont absorbants de la température au nord. Et d'autres vitrages sont semi-réfléchissants. Et d'autres vitrages sont très réfléchissants. Tous les verres côté plein sud, les verres de couverture, ont un traitement solaire beaucoup plus important que les verres côté nord, pour éviter d'avoir une fournaise en été. La couverture du dôme a été découpée en 3 zones en fonction de la trajectoire du soleil. La zone nord, peu ensoleillée, a été couverte d'un verre qui absorbe les rayons solaires et récupère de la chaleur en hiver. Dans la zone médiane, à l'ensoleillement moyen, un verre semi-réfléchissant absorbe une part du rayonnement d'hiver et protège du fort rayonnement d'été. La zone sud, la plus exposée au soleil, est couverte d'un verre très réfléchissant
pour éviter une montée des températures à la saison chaude. Mais cela ne suffit pas. Malgré le système de vitrage filtrant, sous le dôme, qui est un lieu clos, la température pourrait s'élever à 45 degrés en cas de canicule estivale. Or, climatiser tout le dôme représenterait une dépense énorme et une atteinte évidente à l'écologie. Il n'y a pas de climatisation, ce serait pas très bon pour l'environnement de climatiser un environnement pareil. Et c'est pas indispensable. On travaille avec les éléments extérieurs. Alors, pour refroidir l'intérieur du dôme, les ingénieurs ont décidé d'utiliser les courants d'air naturels. Un système intelligent, déjà connu dans certaines serres, mais qu'ils ont ici transposé à une échelle inédite. Toutes les parties verticales s'ouvrent pour pouvoir créer des courants d'air. Donc c'est pour ça qu'on a aussi 6 niveaux d'ouverture différents. Ça nous permet de créer des deltas de pression pour pouvoir créer des courants d'air. L'ouverture des 470 mètres carrés de panneaux verticaux est gérée par un programmateur qui analyse la direction et la vitesse des vents autour de la serre. Grâce à ces informations, l'automate commande l'ouverture et la fermeture de certaines zones. En complément, un système de chauffage par le sol et 34 pulsateurs d'air répartis sous le dôme permettent au final de maintenir une température de 26 degrés toute l'année, quelle que soit la température à l'extérieur. Avec ces innovations technologiques, le gigantesque dôme de Beauval a tenu son pari. Offrir toute l'année aux visiteurs une immersion dans une bulle de paradis tropical avec toute sa faune et sa flore. Grâce à cette mégastructure unique en son genre, Beauval est assuré de figurer encore longtemps au palmarès des plus beaux zoos du monde.